Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Je m'appelle Alexis, alors j'en parle très souvent, pour ne pas dire toujours en fait, dans mes conférences sur les orbes, les mondes de l'invisible. Bien sûr, je parle de l'IFRES, donc des mondes de l'invisible, etc. Ici, on va parler de transcommunication instrumentale, pas n'importe laquelle, visuelle. Donc en fait, voilà, je suis vraiment honoré de recevoir aujourd'hui Joël Uri. Hello Uri, bonjour, comment allez-vous ? Très bien, ça va très bien, dans un formidable pays qu'est la Belgique, dans une ville qu'on ne connaissait pas, et je dois avouer qu'on est très satisfait d'être ici. Ah bah écoutez, tant mieux. Donc vous allez faire effectivement une conférence aujourd'hui sur vos travaux. Alors, on va quand même un petit peu résumer qui vous êtes exactement, comment ça a commencé. Alors effectivement, c'est donc une association loi 1901, qui a été créée dans les années 90, c'est ça. C'est ça. Ensuite, effectivement, toi tu as eu effectivement des communications par écrit, ça tu vas un petit peu nous évoquer aussi. Et effectivement, Laurie aussi, pour la présenter, est également une des fondatrices de l'IFRES. L'IFRES qui veut donc dire l'Institut français de recherche et d'expérimentation Spirit, voilà, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Alors, effectivement, donc, on peut constater, d'après vos travaux, vous avez mis au point toute une sorte de machinerie, si je puis dire comme ça, qui vraiment est au point de plus en plus. Alors comment es-tu, pour commencer par le début, comment es-tu surtout arrivé à ce constat? Comment es-tu arrivé au fait qu'on puisse effectivement photographier finalement l'invisible? Alors, je ne vais pas faire la genèse de mon existence, ce serait trop long. Ouais. On va essayer de d'écourter, mais moi j'ai toujours produit des écritures automatiques. Et cet exercice m'a emmené à rencontrer différentes personnes, dont Monsieur André Dumas, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était à Paris, rue Jean-Jacques Rousseau, qui faisait partie de l'USF-IPES, qui était rédacteur et directeur de Renaître 2000 à l'époque. Et puis, je rencontrais en même temps Claudia Montmartin, qui faisait partie du CESAC, du Centre Spirit Allan Kardec de Paris, et qui organisait tous les lundis, dans la salle Jean-Jacques Rousseau à Paris, des séances d'études sur le spiritisme. Donc j'ai eu la chance de rencontrer ces deux personnes qui m'ont aidé dans ma médiumnité. Et puis, la vie se faisant, j'ai rencontré différentes personnes, dont un ami, un copain à l'époque, comme on peut dire, qui avait été très intéressé par le fait que je réalise des écritures automatiques et que je puisse ainsi établir un éventuel contact avec le monde spirituel, puisqu'il est évident que beaucoup de gens peuvent en douter, et ce qui est tout à fait normal quand on n'étudie pas ce phénomène. Et à partir de là, très curieux, il a voulu essayer lui-même de faire de l'écriture automatique. Et à ce moment-là, il s'est mis à écrire, alors je vous fais court, il s'est mis à écrire ces quelques mots: prenez une télévision et une caméra et vous nous verrez. Il faut savoir que cet homme-là n'entendait rien à la spiritualité et n'était pas sous le joug d'une influence suite à une lecture ou une mode qu'il aurait pu voir à cette époque-là. C'était ça dans les années 80, donc on n'entendait pas du tout parler, ou très peu, de la transcommunication. Il a été très surpris, il m'a demandé ce que j'en pensais. À partir de là, j'ai tenté moi-même de faire un exercice d'écriture automatique. Et nous avons reçu des messages qui confirmaient qu'il n'avait pas été le jouet d'une illusion, mais qu'il s'agissait bien là d'un message nous demandant d'étudier la transcommunication. À partir de là, on a continué donc ces exercices d'écriture, et les entités spirituelles très vite nous ont orientés dans une recherche technique qui nous permette de créer ce qu'on appelle un pont technique, à travers l'agencement de différents outils audiovisuels grand public. Nous ne sommes pas en face de matériel de laboratoire, ce qui est exorbitant. Il y en a quelques-uns surtout pour aujourd'hui tout le cheminement laser, mais sinon, ce sont des appareils que l'on peut trouver partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous oriente aujourd'hui vers une acceptation du phénomène paranormal qui est beaucoup plus proche, on peut dire, de la science physique que d'autres choses. Et on s'aperçoit que tout est dans la nature, et que d'un côté, il y a une manifestation visuelle un petit peu folklorique du monde spirituel, mais il y a aussi des traces que l'on ne peut pas spécialement voir à l'œil nu, mais qu'on peut, comme pour les mathématiques, résoudre selon certaines équations. Par exemple, aujourd'hui, nous recevons des images des anomalies qui arrivent
une fois sur 70. Selon les lois de la probabilité, si c'était du simple hasard, on serait sur 1 sur 2000. Donc on s'aperçoit qu'il y a autre chose qu'un simple hasard. Naturellement, il y a l'appareil Dolly, qui est un risque, qui est un jalon de la transcommunication visuelle, même auditive, puisqu'on peut se tromper de bonne foi. Il ne faut pas balayer ça d'un revers de manche. Il faut tout au contraire l'accepter et étudier ces phénomènes en toute connaissance de cause. Alors voilà, j'ai essayé de brosser un petit peu le portrait de notre association depuis un commencement. Et naturellement, donc, sans oublier... Laurie, bien sûr. Laurie, qui, elle, je l'ai rencontrée dans les années 90, au tout début des années 90. C'était une femme qui avait été aussi très malmenée par certains phénomènes qu'elle ne maîtrisait pas. Et m'entendant parler au sein même de notre travail, puisqu'à l'époque j'étais animateur et elle aussi, donc on s'est rencontrés, on en a discuté, elle a été fortement intéressée, elle a trouvé une solution à ses problèmes grâce à la médiumnité, et aujourd'hui elle n'a jamais cessé d'être à mes côtés. Il faut savoir que souvent quand on parle de l'IFRES, on voit que une ou deux personnes, mais rendons hommage quand même à Laurie qui, sans elle, je n'aurais été que peut-être un simple médium, mais il a fallu structurer l'association. Elle n'a pas été la seule, naturellement, mais c'est la seule aujourd'hui de tous les anciens qui restent. Et on s'aperçoit que c'est un travail éreintant, qui demande beaucoup de patience et une certaine foi, pas une foi religieuse, mais une foi dans un objectif qui est de plus en plus net. Alors justement, Laurie, on va te donner la parole un petit peu. Tu n'échapperas pas au micro. Mince. Alors effectivement, donc comme dit Joël, donc effectivement à l'époque tu avais vécu un certain bagage, je veux dire spirituel. Bon voilà, ton cheminement quoi. En somme, qui était pas des plus joyeuses apparemment. Est-ce que tu crois que effectivement tous les travaux que tu fais au sein de l'équipe de l'IFRES avec Joël depuis toutes ces années t'ont permis effectivement de ne plus avoir cette fameuse peur entre guillemets? Alors oui, c'était avant d'être une peur, c'était des choses, c'était des phénomènes physiques. Au début, c'était une incompréhension, et puis ensuite, ça a été effectivement une peur. Et puis, quand j'ai rencontré Joël, j'ai entendu parler un peu de tout ça. Je me suis dit bon, c'est encore une secte ou un fou, je sais pas. Et puis, en fait, il m'a parlé des travaux, de ce qu'il faisait, et puis je suis venue. Donc, à l'époque, ça s'appelait pas l'IFRES, c'était un groupe qui s'appelait Amour et Paix, mais je sais même plus s'il avait encore ce nom-là. Je crois qu'il avait même pas de nom. Il y avait trois personnes, et puis ça m'a plu. J'ai commencé, déjà mes problèmes se sont réglés, et puis les psychographies, l'écriture automatique m'a plu. Et puis voilà, et puis j'ai continué, et puis ensuite on a fondé l'IFRES. Alors effectivement, vous rencontrez beaucoup de personnes qui sont déjà dans ce monde-là, et d'autres personnes aussi, notamment comme les conférences, comme ce soir par exemple, où il y a des personnes qui vont vous poser des questions à la fin de la conférence, qui n'ont jamais vécu ce genre d'expérience, qui ne connaissent même pas du tout l'existence des mondes de l'invisible finalement, si je puis dire. Il y a encore beaucoup de gens qui sont entre guillemets dans une certaine ignorance, et encore que c'est pas péjoratif, c'est vraiment voilà, chacun a son cheminement de vie spirituel aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que avec vos conférences, est-ce que finalement ça ouvre de plus en plus des consciences? Est-ce que les gens s'ouvrent de plus en plus à ce monde-là justement de l'invisible? En fin de compte, oui, on peut parler d'ouverture. On peut surtout aussi parler de choc. Ce qui est important, c'est pas tant de donner une solution à tous ces problèmes-là. C'est surtout de susciter l'interrogation. Parce que chacun fera son cheminement. Il est évident que la science actuelle n'a pas tout dit, n'a pas tout découvert. Il y a encore une foule de choses qui restent à découvrir, et notamment la matière. Dans l'univers, il y a toute une sorte de matière qu'on n'a pas encore découvert, qu'on soupçonne son existence. Il y a des choses qui restent encore obscures. Et puis, le phénomène paranormal est une définition un petit peu presque absurde, puisqu'il n'y a rien d'au-dessus de la normalité. C'est juste des choses qu'on n'a pas encore découvert. Le paranormal est quelque chose qui n'est pas expliqué, mais qui sera un jour
expliquer. Aujourd'hui, on ne donne pas d'explications selon les canons de la science, mais il arrivera un moment où on trouvera des explications qui pourront répondre à toutes ces questions. Bien. Les conférences ont ce but de proposer aux personnes une autre vision et peut-être même, comme vous dites, de les interpeller sur leur propre moi. Parce que quand on fait une expérimentation et qu'on tente de communiquer avec le monde spirituel, ça veut dire que ce monde spirituel existe aussi en eux, puisque ce n'est pas une option. On n'est pas en train d'essayer de calculer ou de correspondre avec un monde spirituel qui nous appartiendrait, mais avec un monde spirituel qui appartient à tout le monde. La spiritualité est un patrimoine humain. À partir de là, ce que l'on fait, c'est tout simplement, nous, on est là dans cette recherche-là. Tout le monde ne peut pas être chercheur, mais tout le monde peut et doit de se poser une question sur la réalité de la survivance. Et quand on arrive à semer, j'ai envie de dire, cette graine de curiosité, eh bien peut-être que les gens vont ouvrir des livres, aller sur Internet, s'intéresser et essayer de faire une introspection sur eux-mêmes et véritablement de se poser la question, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort? Et on s'aperçoit que ce sont des mots et que ce qu'on croit être mort ou en vie, et vice-versa, eh bien souvent, en étudiant même la matière, on s'aperçoit que la vie est partout, même dans la matière dite inerte. Donc à partir de là, voilà, le but, c'est de susciter l'interrogation plus que d'apporter de véritables réponses. Alors exactement, effectivement, comme tu dis, hein, c'est une question finalement légitime de se poser la question si oui ou non il y a quelque chose après la mort. Bon voilà, il y a plein de débats qui ont été faits, plein de conférences. On va pas ici parler de ça, c'est pas tout à fait le but, mais enfin quoique. Alors effectivement, donc ce module, cette espèce de module qui a évolué alors en cellule, hein, si je ne m'abuse, qui était tout un appareillage finalement un petit peu comme certains savants fous. Hein. Quoique Edison avait commencé aussi dans les années 50, si j'ai bien compris. Entre autres, hein, voilà, il n'a pas fait que la télévision. Et donc il avait travaillé là-dedans. Il y a eu d'autres, hein, Ernst, je ne sais plus son prénom exactement. Enfin voilà, il y a plein d'autres chercheurs. Est-ce que vous sentez effectivement étant dans la continuité justement de ces personnes qui ont commencé à travailler dans l'invisible. Parce que, vous savez, la transcommunication instrumentale existe depuis que l'homme invente des appareils de communication. Au plus tôt de l'existence, par exemple, je pense au télégraphe. Hein, le télégraphe qui traversait les grandes prairies américaines, eh bien, il y a eu des manifestations dans le télégraphe. On a inventé le micro, il y a eu des interférences. On a inventé la photographie, il y a eu des interférences. Donc, on a inventé l'ordinateur, ça existe. On a inventé les caméras, ça existe. Et aujourd'hui, on s'aperçoit même qu'on invente le laser, et le laser est perturbé par quelque chose. Donc, on s'aperçoit que le monde spirituel est omniprésent, et qu'il ne tient qu'à peu de choses de trouver l'appareil adéquat pour s'apercevoir qu'il peut, dans certaines mesures, influer sur ces appareils. Il est beaucoup plus facile, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est beaucoup plus facile à une entité de moduler l'espace, c'est-à-dire l'air, la densité de l'air, que de faire bouger une table. À partir de là, comment mesurer les variations d'air? Il y a des appareils pour ça. Donc à partir de là, la science a inventé le microscope qui a révélé l'infiniment petit. Eh bien un jour, elle inventera des appareils qui nous permettra de savoir que la spiritualité existe. Alors pas la spiritualité de nos pères, avec des images d'Épinal, avec beaucoup de folklore encore une fois, mais une spiritualité qui fait partie intégrante de la matière. Parce que la matière, telle qu'on la conçoit, on pense qu'elle est négative, que c'est la matière, c'est mal, c'est petit, c'est la basse vibration. Non, la matière existe dans des états qu'on ne peut même pas encore imaginer. C'est ça. Et donc la spiritualité est quelque part. Peut-être que ce qu'on appelle l'âme n'est plus ni moins qu'une particule qu'on n'a pas encore découvert, qui échappe au temps et à l'espace, qui est aussi vieille que le Big Bang, qui est douée de mémoire et qui traverse les mondes, l'espace d'une manière instantanée, à l'exemple des particules intriquées. Donc voilà, nous sommes en face d'une grande découverte à venir, et je pense que la science aujourd'hui permet, dans une certaine mesure, de commencer à découvrir véritablement ce que peut être l'âme.
Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui sont plus aptes à capter l'invisible que d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi quantique derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi expérimental, l'expérimentateur qui effectivement observe telle expérience, puisqu'il y a des personnes par exemple en ufologie qui observent des ovnis, d'autres pas. C'est un exemple, hein, mais chaque fois tout est lié pour ma part. Donc ici dans le cadre effectivement d'un au-delà, est-ce qu'il n'y a pas justement ce côté un petit peu interaction avec l'observateur? Est-ce que vous avez déjà observé ce genre de... Bien sûr. Autant il y a une comparaison à faire avec certaines découvertes, encore une fois, de particules. Il y a beaucoup de particules qui ont été découvertes qui, avant de l'être, ont été pensées par les scientifiques. Il semblerait même que c'était Bernard d'Espagna qui disait ça, que c'était peut-être nous qui créions l'effet de matière. Eh bien, on est dans le même cas de figure avec les phénomènes paranormaux. Nous, aujourd'hui, on s'aperçoit que la transcommunication est encore très exclusive. C'est-à-dire qu'il y a des personnes avec le même appareil qui vont recevoir des choses extraordinaires et d'autres non. Pourquoi ? La question reste posée. On ne sait pas pourquoi certaines personnes vont avoir des messages extraordinaires et d'autres rien. Alors que même dans la manifestation ratée, entre guillemets, il y a quelque chose, mais qui était encore invisible. Pourquoi dans les deux cas, il y a manifestation? Il y en a une qui est visible, l'autre qui ne l'est pas. Il y a un phénomène qu'on parle de patent, de phénomène patent, et un autre qui reste encore très virtuel. Eh bien, il va falloir qu'on comprenne pourquoi il y a cette transformation chez l'un et pas chez l'autre. Mais forcément, il y a une interaction avec l'observateur. Donc, on s'aperçoit que nous ne sommes pas voués à la même enseigne et qu'il y a des personnes qui ont cette espèce d'intérêt pour le monde spirituel. Les esprits nous choisissent. Oui, c'est ça. Okay. Ils nous choisissent, en fin de compte, ils choisissent leur interlocuteur, ils choisissent les personnes qui vont pouvoir les servir. Voilà. Entre guillemets, hein, le mot est un peu fort, mais qui vont pouvoir, pas les servir tel qu'on peut l'entendre, mais qui vont pouvoir être un bon truchement et pouvoir donner leurs idées sans trop les transformer. Alors justement, c'est très intéressant ce que tu dis, effectivement, comme tu dis, instrument, ça fait toujours un petit peu peur ce terme, parce qu'il faut faire attention, effectivement, on parle toujours du Ouija, c'est vrai que je l'ai déjà dit dans certaines conférences, un petit peu dommage qu'on vende des Ouija à des 8-12 ans, par une marque que je ne citerai pas, n'est-ce pas? Alors effectivement, travailler comme ça avec l'invisible, avec des entités dont on ne connaît absolument aucune existence, on ne sait absolument pas d'où elles viennent, l'origine, etc. Est-ce qu'il ne faut pas justement là faire attention? Est-ce que ça doit s'adresser? Est-ce que tout le monde peut faire ça? C'est pas un jeu, on le dit à chaque fois. Hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord que tout le monde n'est pas expérimentateur. Non. Et tout le monde ne peut pas aller dans des endroits qui pourraient les nuire, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire, ni d'un côté ni de l'autre. C'est exactement comme si quelqu'un qui s'occupe des volcans disait à tout le monde: venez, on va en haut du pic de Dante et on va aller voir la lave. Eh bien, il faut s'abriter, il faut se couvrir, il y a des normes à respecter. Eh bien, il faut savoir que le monde spirituel est comme une espèce de radiation, et on peut très bien emmener chez nous de la radioactivité spirituelle, on va dire. Donc, il faut essayer de montrer, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y a des gens qui sont un peu au front, des gens qui cherchent, et après on donne quelque chose de très aseptisé, quelque chose qu'on est sûr de ne pas faire du mal. Parce que nous, quand on accepte des personnes, des observateurs en expérimentation, avant qu'ils puissent venir, déjà on les reçoit en dehors, on discute avec eux. Quand on voit que la personne est susceptible d'être un petit peu fragile, merci, eh bien on fait très attention. On n'est pas là pour essayer de faire une démonstration qui pourrait nuire, parce que déjà on n'est pas sujet d'être en face d'une personne qui est très sensible, elle ne le sait pas. Nous, on a eu malheureusement des cas dans nos expériences où des gens se mettaient à pleurer sans pouvoir s'arrêter, des gens qui se mettaient à ne plus pouvoir parler. Donc il y a des réactions, et quand on est assis autour de la table, on peut gérer, mais imaginez que vous faites une expérience un petit peu collégiale avec 50 personnes, ça risque d'être terrible. Okay. Nous, par exemple, tout à l'heure, on va essayer de faire marcher la cellule, mais on ne va pas faire d'évocation. Voilà. On va essayer de faire, mais on ne va pas s'adresser au monde spirituel, on ne va pas faire un appel collectif, ça risquerait d'être dangereux. Tout à fait. Donc à partir de là, c'est pareil pour le Ouija. Il y a des gens, des chercheurs qui font des expériences avec le Ouija, et c'est très bien, il faut le faire, parce qu'il faut qu'on s'apercevoir ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui provient du fantasme et ce qui provient vraiment d'une communication. Mais de là à envoyer les gens
à faire ce genre de... Pierre et Marie Curie, ils sont morts de quoi? Ils manipulaient des matériaux radioactifs sans le savoir, ils en sont morts. Eh bien, il faut savoir que le monde spirituel est peut-être moins nocif que la radioactivité, c'est un exemple, mais ça peut s'immiscer dans nos vies et créer des frustrations, créer des conflits. Nous, on connaît des gens qui, après des séances de spiritisme, des séances médiumniques, qui se sont mal passées, eh bien, divorcés. 3-4 ans après. Ou tomber dans des profondes dépressions. Faut pas s'imaginer que le monde spirituel va ouvrir les portes, va casser les carreaux, va casser les ampoules. Non, ça c'est extrêmement rare. Le monde spirituel, c'est comme une mauvaise odeur. C'est comme quelque chose qui s'immisce dans la vie des gens et qui détourne, même sans pour cela le savoir. Les esprits ne sont pas spécialement là pour nous faire du mal, mais un esprit qui est déséquilibré, qui reste avec vous parce qu'il vous trouve sympa, eh bien, il va, malgré lui, vous influer une ambiance qui peut vous, si vous n'êtes pas solide, qui peut vous faire du mal. Exactement comme dans le monde des humains, finalement. Parce qu'il n'y a pas que de l'autre côté. Chez nous aussi, c'est pareil. Donc, alors, encore une petite question ou deux, parce qu'après, vous avez la conférence. Alors, justement, au vu des photos qu'on peut voir, qu'on peut suivre chaque semaine aussi sur votre site ifres.org, on le rappellera après, à la fin de l'interview, sur les photos, de temps à autre, je vois et non seulement des humains, et parfois même des animaux, je pense, des chiffres, des nombres, voire aussi parfois peut-être des entités qui effectivement ne sont pas très très humaines. J'ai vu un bras, il me semble, une main avec 4 doigts. Alors là, est-ce qu'il y a une explication à ça, Joël? Écoutez, là on est en face véritablement de choses qu'on ne maîtrise pas, parce que les visages, effectivement, on reçoit des visages avec un type beaucoup plus masculin que féminin, en grande majorité. Déjà, pourquoi? Après, on reçoit effectivement des chiffres, des lettres. Donc pourquoi? Et qu'est-ce que ça signifie? Après, on reçoit très rarement, mais des animaux. Et souvent, toutes ces images sont plutôt des projections de pensée plutôt que des vraies photos. C'est-à-dire qu'on est plus en face d'une idoplastie que d'une photomaton. Et parce qu'on vient d'apprendre il n'y a pas longtemps que les entités spirituelles pensaient plutôt qu'ils agissaient dans la machine. Et que c'est en fin de compte le fait qu'ils pensent dans cet endroit-là crée des perturbations qui viennent en fin de compte modeler ce qu'ils pensent. Et donc, et on est peut-être aussi en face d'un phénomène de psychokinèse très cher aux parapsychologues, dans le sens où peut-être que ce sont les expérimentateurs qui projettent aussi des images. À l'exemple de Ted Serios, qui était un médium qui a défrayé la chronique dans les années 70, qui lui réussissait avec son gibus là, à projeter des images sur des polaroïdes. Bon, il a été naturellement, le pauvre aussi, décrié, puisque c'est un homme qui avait tendance à la bouteille, et que quand on arrive en expérimentation un petit peu sous, c'est sûr que les gens... Voilà, ça aide pas. Ça attire pas les bons. Voilà. Donc, mais toutes ces questions restent posées. Et naturellement, il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème de l'interprétation de tâches, qui existe aussi. Donc tout ça fait un agglomérat de possibles, et on ne doit pas... proposer une explication plus d'une autre. Nous, pour l'instant, les résultats sont très intéressants, mais encore insatisfaisants, dans le sens où ils demandent à être peaufinés. C'est ce que nous allons faire. Nous essayons tout le temps de faire en sorte que la machine soit la plus sensible et rendre une image beaucoup plus nette. À l'heure actuelle, ça peut être plein de choses. Demain, on aura une seule explication. Et donc, il faut attendre que cette explication arrive. Il faut attendre que l'expérimentation nous permette d'affirmer. Pour l'instant, nous n'affirmons rien. C'est ça, pour laisser le livre ouvert justement des possibilités. Alors effectivement, je t'ai interviewé, Joël, parce que quelque chose qui me touche au plus profond, c'est cette espèce d'humilité que tu as, même si tu ne veux pas la reconnaître, mais tu es quand même fort humble avec tous les travaux que vous avez quand même faits. Il faut se dire que c'est quand même fatigant, c'est éreintant. Voilà, vous avez aussi sans doute eu des moments d'énergie plus basse, on va dire comme ça. Et puis surtout, c'est cette grande humilité et surtout le remerciement, parce qu'il y a toujours le remerciement que tu effectues avec les séances de médiumnité, avec cette cellule. C'est ça qui m'a, moi, beaucoup touché, parce que effectivement, on ne sait pas à qui on a affaire.
on doit rester humble ici-bas dans notre monde 3D de matière. Et finalement, je crois qu'on doit rester humble par rapport à ça. Et effectivement, il doit y avoir une espèce de mariage, finalement, presque alchimique, j'ai envie de dire, avec cette eau-là, dont on ne connaît finalement pas grand-chose, quoi. Il faut être humble. Et vous savez, les esprits ne sont ni plus ni moins que les âmes des hommes décédés. Ouais. Et que parmi eux, on peut rencontrer des bons, des moins bons, des tristes, des rigolos. Et qu'on doit d'être avec les entités spirituelles comme on est avec les gens. Et qu'on reconnaît un bon médium ou un bon expérimentateur à la façon dont il est avec les gens. Ouais. Après, il faut savoir que c'est un sujet qui est extrêmement sensible et que dans cette sensibilité-là, on doit essayer d'être le moins agressif dans tout ce qu'on peut dire et dans tout ce qu'on peut faire. Et essayer de faire cette expérimentation en étant d'une manière collégiale, respectueux, et donner envie aux gens de s'intéresser à ce phénomène au-delà de l'amusement et au-delà de la vaine curiosité. Parce qu'on est en face de forces de la nature qu'on ne maîtrise pas et rien que ça nous demande à être un tant soit peu humble. Parce que ça peut très bien un jour se retourner contre nous. Et qu'on a tout intérêt, surtout que nous avons la responsabilité d'avoir une audience publique. Et qu'il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi. C'est ça. Parce que non seulement si on se trompe, c'est toute la cause qu'on emmène avec nous. Ouais. Et après, on risque d'emmener des gens dans une mauvaise direction. Donc on doit être extrêmement vigilant quand on fait ce genre de recherche pour que les gens, après nous avoir écoutés, soient dans une possibilité d'action, mais surtout qu'ils ne se fourvoient pas. Et donc, on a tout intérêt à être humble, à faire en sorte que nos convictions ne prennent pas le dessus, qu'on a notre intime conviction, mais que notre intime conviction n'est pas un dictionnaire, voilà. Qu'on n'est pas là pour affirmer, et essayer d'être le plus digeste. Alors naturellement, quelquefois, on peut créer, bien malgré nous, des réactions virulentes, parce que nous sommes des êtres humains, et que quelquefois, on peut sembler, malgré nous, être affirmatif, parce qu'on est forte de 30 ans d'expérimentation, et qu'à partir de là, on a fait le tour de beaucoup de choses. Et nous, ce qu'on cherche, c'est l'inédit. Ouais. Donc, pour pouvoir chercher l'inédit, il faut qu'on essaye d'avoir des jalons qui nous permettent de se structurer, sans pour cela être fermé. Tout à fait. Alors, on va arriver à la fin de l'interview, parce qu'on arrive bientôt à l'heure H pour la conférence. Alors, rappelez-nous votre site, et alors surtout, vous avez écrit, je crois, 3 bouquins, et 4 ouvrages, en fait. Il y a même un album avec les photos. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Laurie? Oui, alors il y a deux ouvrages. Il y a le premier, c'est Daniel, je sais pourquoi, qui est l'histoire d'un petit garçon qui a été étranglé par sa mère. Ouais. Et donc, il nous raconte un petit peu son pèlerinage dans l'au-delà. Il rencontre son guide, etc. Et il y a un deuxième ouvrage qui s'appelle Dans l'ombre du corridor. Là, c'est un bourgeois du 19e siècle qui nous raconte un peu sa mort. Et puis, donc, quand il est dans l'au-delà, il pense que toute sa famille n'en voulait qu'à son argent. Et il hante, en fait, sa maison. J'adore ce livre parce que c'est écrit Louis qui nous donne ce témoignage écrit a une façon d'écrire avec un petit humour, c'est un livre que j'affectionne. On a sorti un album photo avec on a essayé de retenir un maximum de photos depuis le commencement. 94. Voilà, 94 jusqu'à 2015, puisqu'on l'a sorti en 2015, je crois. Même 2014, je crois. Après 2014. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Ah oui, okay. Et puis il y a le cahier des messages spirites, oui, tout à fait. Qui lui avait été édité par le Césac. Oui. Par Claudia Beaumartin, qui avait repris quelques messages de l'esprit, une quarantaine de messages de l'esprit Jean, qui venaient donc se communiquer dans les tout débuts. En 85. Voilà, à Joël. Et il y en a encore 500, 600 un peu moins. Il y en a de répertoriés de Jean à peu près 450. Voilà. D'accord, ok. Qui ne sont inédits, personne n'a lu. Ouais. Alors ces prénoms, tiens, entre parenthèses, ce sont des prénoms qui vous sont donnés justement en écriture automatique? Oui. Alors les prénoms, un jour on a posé justement la question à l'esprit Jean, mais pourquoi Jean?
Et il nous a répondu, écoutez, vous n'auriez pas assez de tous vos murs pour que j'écrive les prénoms que j'ai eus. Contentez-vous d'un Jean. D'accord. Bon ben, humilité, c'est ce qu'on dit. Ok Jean, si tu nous entends. Alors ben, écoutez, je vous remercie infiniment pour cette courte interview, mais ô combien complète. Encore une fois, et surtout un bon retour à Paris, hein, parce que de Paris, demain matin. Oui. Voilà. Et bienvenue en Belgique, et j'espère bientôt vous revoir. D'accord. Voilà. Et très bonne conférence ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir.